soyez aimable. Allez, dépêchez-vous, allez. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Allez, on fait court. On va y rester au cachot. Oui, Frosine. Ah, ça, c'est une des belles histoires du château de Hautefort. Et je vais vous la raconter. Pourquoi me dire? Eh bien, voilà. Parce qu'on prétend que Jacques-François de Hautefort, le seigneur du lieu, servit de modèle à Molière quand il écrivait l'Avare pour son personnage Carpano. Mais pour quelle raison Torrente? Parce qu'il avait la réputation, ce Jacques-François de Hautefort, d'être le plus grand pingre du royaume. Mais est-ce vrai? Ah, ça, c'est une réputation assez étonnante quand on sait qu'il fait construire avec ses propres deniers un hospice pour y accueillir les pauvres de la région. Oui. Absolument. Et cette hospice que vous pouvez admirer dans le village de Hautefort, cette particularité architecturale, ce bâtiment est en forme de croix grecque. Donc 4 ailes de régales qui se rejoignent sous une coupole. Une des ailes est réservée à la chapelle, et dans chacune des ailes, on doit accueillir 11 hommes, 11 femmes, 11 enfants. Il y a un enfant de bouillon mat. Qui peut nous donner le résultat. Bon, ils sont 11 ou ils sont 11? Ah, j'ai entendu. J'ai vu. Pour les 33 vertèbres du corps humain. Non. Non. 33, qui dit mieux? Non. Alors c'est très symbolique. C'est fait là, je suis au moment de sa mort. Et voilà. Oh, qu'est-ce que vous avez comme chance? Elle est venue, elle est là, elle est là. Et je vous assure qu'elle ne vient pas tous les soirs. Hein. Mais là, ce soir, elle est là. Marie de Hautefort. Le droit de vous charmer, me faire bientôt si vous le J'aime bien vous voir. Comme enfin j'ai la mais je n'aime pas bien. On me force à aimer. Eh oui, Marie de Hautefort, notre deuxième grande dame du château, surnommée la Belle Aurore par le roi Louis XIII lui-même pour sa grâce et sa beauté. Dame de compagnie de la reine Marie-Louise VI. Elle a 14 ans lorsque le roi Louis XIII la remarque et la fait engager auprès de son épouse Anne d'Autriche. Il n'aura de cesse de la courtiser, mais en vain. Sa beauté est célèbre dans tout le royaume. Elle est très influente auprès du roi et de la reine, à tel point qu'elle contrarie la politique du premier ministre de l'époque, Richelieu, qui arrivera à la faire chasser de la cour. On est en 1641. 2 ans plus tard, Anne d'Autriche la rappelle à son service. Oui, parce qu'elle aimait beaucoup. Et à présent, c'est le successeur de Richelieu, Mazarin, qui pour les mêmes raisons la chassera à nouveau de la cour. Et oui, elle sera courtisée toute sa vie, aura de nombreux prétendants et sera à jamais l'amour platonique de Louis XIII. Et parmi ces nombreux admirateurs, on compte notamment le duc de la Rochefoucauld, qui est célèbre pour ses maximes. Vite, taisez-vous. Non, vas-y, également, ce grand prédicateur devant l'Éternel, bravo, connu pour ses oraisons funèbres. Henri, pour la dernière fois, taisez-vous, laissez nos invités parler, enfin. Et finalement, Monsieur de Fontaine, dont les enfants connaissent peut-être quelques fables. C'est aussi les contes héroïques. Henri, il y a des enfants, C'est la vérité. Pour redonner un peu de majesté à cette visite, après les interventions. Alors, je vais vous dire une phrase royale, une phrase dite par Louis XIV. Elle n'est pas du tout dans l'air du temps, mais voilà. Autre époque. Louis XIV disait
Je me méfie de la vertu de toutes les femmes, si ce n'est de celle de Marie De Hautefort, bien sûr. Venez, accompagnez-nous dans les appartements privés. Vous êtes le rossignol de cette visite. Bienvenue dans les appartements privés. Que lisez-vous donc là, chère Héloïse? Une femme. Est-ce que ça ne serait pas le dernier envoi de notre ami Champenois? Est-ce que vous me permettez que j'en fasse la lecture? Oh, merci. Ça vient d'être écrit, non, on est toute fraîche. Simple. La pie et le renard. Maîtresse Pie, sur un arbre perché, tenait dans son bec un cabécou. Maître Renard, par l'odeur attirée, lui tint à peu près ce baragouinage. Euphrosine, ça a l'air très bon. Bonjour, Madame la Pie, que vous êtes belle, que vous êtes jolie. Ah, si votre ramage est égal à votre plumage, vous êtes le phénix des habitués du bois. Ah, c'est beau, la Pie ne se sent pas de joie. C'est très très beau, Euphrosine. Ah, c'est beau, la Pie ne se sent pas de joie. Et pour tester sa belle voix, elle ouvre un large bec et craque contre sa proie. Le renard sans saisir dit: ma belle dame, apprenez que vous êtes autorisé pour me souligner les poules, cette leçon vous vient qu'avez-vous? Ah, maîtresse Pie, honteuse et confuse, jura les un peu tard que nous n'y vendrez plus. C'est très très bon, hein. Oui, ça me dit quelque chose, mais de qui est-ce? Monsieur Fontaine, je crois. Jean de la Fontaine. Sur un arbre perché. Tenait dans son bec un fromage. C'est Maîtresse Pie sur un arbre perché tenait dans son bec un cabécou. C'est ce qui est écrit. Devant, Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un oui, Maître Renard. Oui, Lucas. Pas ce langage. Ah, c'est tellement conseillant, merci. C'est tellement conseillant ce qu'ils ont inventé là. Bienvenue dans la suite des appartements privés. Et pour ce faire, nous allons traverser une succession de petites pièces.
Faisons un bond dans le temps. Imaginons que nous sommes en 1960. La baraque de Bassin, émettant ses phanétés très réguliers, avec ses amis au milieu des visiteurs. Peut-être aurons-nous la chance de la croiser ce soir, qui sait? On ne sait jamais. Alors, c'est le moment de la visite personnellement que je préfère, parce que c'est le moment de la visite où on vérifie si vous avez bien suivi. Ce n'est pas tout sur la visite, il faut suivre. Alors, voilà, nous sommes devant le portrait de celui qui inspire un Molière pour son personnage d'Harpagon quand il écrit l'avare. Nous sommes donc face au portrait d'homme. Ah, non. Oui, bravo. Jacques-François de Ah, merci, Jacques-François d'autres. On voit qu'il y en a qui suivent. Et ici, Alors, elle fut considérée à son époque comme l'une des plus belles femmes du royaume. merci Laurent. Surnommée... Oui Oui, Marie de Hautefort. Bravo. Surnommée la belle. Oh, Oui. wow. Oh, il y en a une qui suit. Hein. Il y a un gros, vraiment. Alors Helena, la baronne. Oh, chère baronne. Très touché de votre visite aujourd'hui. Ce que je vous propose, quand vous aurez bien vu le château, je propose que nous nous retrouvions sous la galerie pour une tasse de thé. Que vous puissiez tenir votre promesse, ma Ah chère. mon cher, écoutez, laissez-moi. Et oui, je suis très occupé, j'ai beaucoup de choses à faire. Voilà. Vraiment, vraiment. À plus tard, mon cher. À plus tard, à plus Je tard. laisse avec vos amis. Je vous dis à tout à l'heure. Bonne visite. Bonne visite. Alors nous allons poursuivre la visite dans les appartements encore plus privés. Et pour ce faire, nous avons demandé à Jean-Philippe Rabelais. de nous accompagner dans le style baroque et nous allons rendre hommage à cette magnifique période, le baroque. Alors une règle dans le baroque, tout ce qui est en dessous du nombril est sale et vulgaire. Alors je vous demanderai de continuer la visite en levant les mains avec grâce, élégance et distinction et en rythme. Oui, merci, soyez baroque pour la suite de la visite. Voilà, on y va. Et le baron apprécie beaucoup. Voilà, avec grâce et élégance et distinction, c'est nouveau. Bravo. Oui, ah, merveilleux. Bravo. Voilà, monsieur, vous êtes impeccable. Voilà, formidable. Et je vous invite à rester ainsi pendant plusieurs heures demain. Visiter le jardin baroque. Et vous pouvez saluer le baron. Oui, ah, mais vraiment, vous êtes vraiment baroque. Quelle joie de découvrir cela. J'adore le baron. Hein? Salut le baron. Non, c'est fini le baron. Alors nous entrons
dans la chambre de Madame. Madame n'est pas là encore. Seuls ces caméristes doivent répéter une danse pour ce soir. Et alors, dans cette chambre de Madame se trouve le tableau le plus ancien qui est présent dans ce château, un tableau Renaissance, la belle Flora. Et nous allons continuer la visite en rejoignant un étage plus bas, le XVIIIe siècle. Alors nous allons emprunter l'escalier de service qui, comme vous le voyez, est beaucoup plus étroit que l'escalier de demeure. Ici était la cuisine, en bas la salle à manger. Et donc les domestiques descendaient avec les plats chargés de victoire. C'est des escaliers très étroits que je vous invite à prendre parce que il est assez classique. Ne dure qu'un instant, chagrin d'amour dure toute la vie. Il m'a quitté pour la belle Sylvie, mais elle l'a quitté pour un autre que lui. Plaisir d'amour, ne dure qu'un instant. Chagrin d'amour, faites semblant, dure toute la vie. Encore. Plaisir d'amour, ne dure qu'un instant. Chagrin d'amour dure toute la vie. C'est pour ça qu'on le fait plusieurs fois, comme ça vous l'apprenez. Allez, on y va tous en cœur. Plaisir d'amour, oui, ne dure qu'un instant. Chagrin d'amour dure toute la vie. Une dernière fois sans doute. Plaisir d'amour ne dure qu'un instant. Chagrin d'amour dure toute la vie. Oh, bravo! Bravo à vous! Ah, ça y est, nous sommes arrivés au XVIIIe, ce siècle magique où l'intelligence rencontrait l'élégance en permanence. Vous savez que le chant que vous venez si magnifiquement de chanter était la chanson préférée de notre bonne reine, Marie-Antoinette. Oh, vous lisez André Chénier, le plus grand poète du XVIIIe. Le pauvre, il finira sur l'échafaud comme tant d'autres. En effet, la Révolution n'avait pas besoin de savants ni de poètes apparemment. Une bande de brutes. On va vite oublier ces mauvais souvenirs en entrant dans la chambre du roi. Tout le monde est attendu dans la chambre du roi. Voilà, vous pénétrez à l'intérieur de la chambre du roi, où le roi vous attend peut-être. Oui, il y a de la place pour tout le monde dans la chambre du roi. C'est un timide, mais bon aussi. J'adore. Bienvenue, approchez, approchez. Louis XIV vous accueille au-dessus de la cheminée. Entrez, entrez dans la chambre du roi.
Venez, venez, le roi vous y attend peut-être. Et oui, la chambre du roi, car dans tous les châteaux de quelque importance, il y avait toujours une chambre de prête pour si jamais roi vint à passer. Et là, c'est le moment difficile de la visite, parce que je vous dois la vérité. Et généralement, ça fait perdre le sourire de cette visite. Mais voilà, la vérité est la suivante. Jamais aucun roi de France ne vint à Hautefort, et donc aucun ne dormit dans ce lit. Et j'ai peut-être une solution pour vous redonner le sourire. Cléantisse, Oui. je savais que vous regarderiez ce portrait quand j'arriverai. Montrez-le. Quelle femme exceptionnelle. Toute la journée, Cléantisse regarde avec dévotion ce portrait. Oui. Ah, oh. Le reconnaissez-vous? Qui est-ce? La reine Elisabeth. Ah, tu chauffes. Sa mère. Ah, bravo! Mes félicitations. Alors, c'est en effet la reine-mère. C'était la mère de la reine Elisabeth II. Elle s'appelait également Elisabeth. Mais elle n'a jamais régné, elle était reine consort. Donc, pourquoi son portrait se trouve-t-il à Hautefort? Eh bien, la reine-mère aimait beaucoup la France et chaque année, elle venait passer un petit séjour en France. Et en 1978, elle a souhaité venir en Dordogne. Naturellement, je l'ai accueillie à Hautefort. Bon, il y est resté 4 jours. Alors, j'ai évidemment quelques petites anecdotes que je pourrais vous raconter sur son séjour. Baronne, s'il vous plaît, racontez-nous l'anecdote des cintres. Ah, les cintres! Oui, les cintres. Les cintres. Oui, le premier soir, nous l'avions installée royalement, c'est le cas de le dire. Elle avait une grande pièce pour sa garde-robe. Et sa femme de chambre nous demande 70 cintres supplémentaires. 70. 70. Oh, quelle Pour femme. 4 jours de séjour. Mais il est vrai que la couronne d'Angleterre aime bien, il faut qu'ils puissent faire face à toutes les situations. Des tempêtes de neige, des tempêtes de sable, y compris des décès. Ils ne prennent jamais l'avion sans une tenue noire. Enfin bref. Et il y a eu aussi une demande un petit peu particulière de la femme de chambre. Tous les soirs, il fallait lui apporter un flacon, un grand flacon de gin tonic bien tassé. Mais ça lui a bien réussi, elle est morte en mer. Et alors le premier soir, j'ai fait donner un dîner en son honneur avec des périgourdins voisins. Et j'avais fait servir des fraises, on était toujours au mois de mai. Et il y a un des convives qui raconte à la mère une coutume périgourdine, c'est celle de faire chabreau. Vous connaissez? Alors, éclairez-nous. On garde un peu de bouillon de la soupe, on met une cuillère à l'envers dedans, on vide du vin et on boit. Voilà, ou carrément Dans l'assiette, c'est dans l'assiette. Voilà, c'est dans les fraises. Alors c'est très très bon, si vous ne connaissez pas, vous pouvez essayer. Mais on peut également faire la même chose avec les fraises. Et alors là, quand on a dit ça à la reine-mère, ses yeux ont commencé à pétiller. Elle dit, by Jove, mais il est où le vin? Alors naturellement, on lui a apporté du vin. Pour mettre dans ses fraises, elle s'est régalée. Et on ne sait pas du tout si elle a apporté cette coutume à la cour d'Angleterre. Il faudra que je demande au roi Charles III la prochaine fois que je le verrai. Quelle femme exceptionnelle. Ah, je vois que le sourire est revenu sur vos visages, parce que ça redonne tout de suite une certaine noblesse à cette visite. Aucun roi ne dormit ici, mais la reine-mère, elle, y dormit 3 nuits. Voilà, sur ce, nous allons passer dans la pièce des tapisseries. Appelée pièce des tapisseries parce que il y a des tapisseries au mur. Je vous dis la vérité. Que la vérité. Semplice da tortorella che
vitrines chantant, les bougies, les tapisseries. Tout me donne envie de vous dire un poème d'André Chénier. C'était pas prévu, mais là, l'ambiance est tellement... Oh, c'est un magnifique poème. Vous êtes sûr de rentrer? Oui, oui, je le sens, là. Bon, il fait 10 pages, il est un peu long, mais il est tellement beau. Je pense que vous allez adorer. Alors, d'André Chénier. Oh, je voudrais que tu vinsses poser mollement ta tête sur mon sein. Je te verrai dormir en tenant mon haleine, de peur de t'éveiller, respirant ta peine. L'écharpe de lin que je tiendrai loin de ton beau visage aurait soin d'éloigner les insectes volants. C'est la Révolution française, 1789, l'assassinat programmé des nobles. Non, 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 Claudine, ça ne s'est pas du tout passé comme cela à Hautefort. À Hautefort, la population du château défendit le château contre la barbarie révolutionnaire. Mais oui, tout le village sauva le château, c'est quand même assez rare à l'époque pour pouvoir le signaler, hein. Allez, au revoir. Non, mais c'est pas drôle, hein. Alors au XIXe siècle, le château passera de main en main, connaissant la gloire et l'abandon. Et c'est un château vidé de tout son contenu que la baronne de Bastard acheta en 1929. Et oui, la baronne de Bastard, la magnifique baronne. C'est la fille du grand banquier mécène David Veil. Elle n'aura jamais de cesse de reconstruire son château toute sa vie. Alors en deux périodes, d'abord de 1929 à 1968, où elle met toute son énergie et sa fortune, qui est considérable, à redonner à ce château tout son lustre et sa magnificence, et à l'ouvrir au public à partir des années 60. Mais le drame, la tragédie, devait à nouveau frapper Simone. La baronne de Bastard a 69 ans. 67. Ah, mais si, c'est ça. Mais elle est veuve. Ah non, non, bon, si. changez-moi ce scénario. Henri, laissez discuter, vous êtes mort. Bon, eh bien, soit. Adieu. Nous sommes le 31 août 1968. C'est éloignez-vous, allez dans la cour, il y a un incendie. Éloignez-vous vite, le château brûle. Le château brûle. Je vous prie de croire. Voilà, merci. Attention, marche. Le château, il y a plein de... Le toit, il y avait... Ça, tes cousins, ils sont sympas. Nous sommes le 31 août 1968. Après une incendie ravageant le château, au matin il ne restera que des façades noircies. Mais dès le lendemain, la baronne de Bastard mobilise l'État avec Angela Naveau, ministre de la Culture, les collectivités locales, le grand public, pour arriver à trouver les sommes nécessaires pour reconstruire le château et lui redonner toute sa magnificence. Et grâce à sa force, son courage, son opiniâtreté, elle réussit à réouvrir son château 6 ans plus tard, en 1974. Mais quelle femme extraordinaire! Ah, il y a un mot qui caractérise la baronne de Bastard. Ce mot qu'emploie si magnifiquement Charles Péguy, c'est l'espérance. L'espérance. Et je m'en rends cette petite espérance qui n'avait rien du tout, cette petite fille espérance, il n'y a l'espérance, c'est une petite fille de rien du tout qui est venue au monde du jour de l'année dernière. C'est cette petite fille pourtant qui traversera les montées. Cette petite fille de rien du tout, elle seule, portant les autres, qui traversera les mondes de rayonnement. C'est elle, cette petite, qui entraîne tout. Mais l'espérance aime ce qui sera dans le temps et dans l'éternité, pour ainsi dire, dans le futur de l'éternité. L'espérance
de la danse. Alors, maestro, c'est à vous. Je voudrais, priez bien voir m'excuser pour cette tasse de thé que vous ne boirez jamais. C'était une promesse de Gaston. Vous connaissez bien, très cher. Alors, nos querelles conjugales, qui ont pu vous faire sourire ou rire, je tenais à préciser, nous tenions à préciser, ne reflètent en rien la réalité du couple et de la personnalité du baron et de la baronne de Bastard. Merci. Maintenant, nous allons nous faire une joie de vous raccompagner au point de vue en vous précédant. Merci, bonne soirée.